Great seeing so many people. Very good. Thanks for joining us. And I promise we'll go straight to French once the debate starts. Maggie, you just say whenever you're happy to for us to start, just let Breed know and Breed can start. Yeah. So I think that's pretty much everyone who's in the waiting room. So yeah, Breed, if you'd like to start us off with a little introduction. Hi guys, welcome to this evening's debate with the HIST and the TCD French Society. We're delighted to have you guys here. The debate this evening will be in the style of a HIST chamber debate, which we hold one every single Wednesday night during term time. But with this night, it's slightly different because firstly it's a Thursday, but also it's entirely in French. The motion this evening is this House believes it is necessary to speak the language of a country to understand its culture. Fantastic. Thank you so much, Breed, for the introduction. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à ce débat par le HIST and la French Society of Trinity College. Nous sommes vraiment ravis de vous voir ce soir. Et comme Breed a déjà dit, le débat sera un style de chamber debate. Alors, je voudrais souhaiter la bienvenue à Monsieur Peter van der Stenen et je l'invite maintenant à occuper la présidence du débat. Merci. Merci beaucoup, Sophie. Donc, je suis particulièrement heureux d'être parmi vous ce soir. Bonsoir à tous. Et sans tarder, j'aimerais maintenant passer ou demander au Auditor of the College Historical Society de bien vouloir présenter les invités de ce débat, s'il vous plaît. Is that my cue? It's your cue. We're delighted to have fantastic guests this evening. First in our chair, we have Peter van den Steen, who's the CEO of the Presence Group, a multilingual live and virtual events agency. He's also the founder of Paramigia, a strategic consulting group or agency. He combines insights with linguistics, psychology, and neuroscience, as well as NLP and philosophy. And we're delighted to have him in the chair this evening. Then I think on our opposition side, we have a guest speaker, Dave Paris, who is a fellow emeritus in French. Again, we're delighted to have such esteemed guests this evening. Merci beaucoup pour ces remarques introductives. Donc, sans plus tarder, nous pouvons entrer bien sûr dans le vif du débat. Et donc, j'aimerais vous présenter la question du débat de ce soir qui est la suivante. Donc, la thèse du débat, est-il nécessaire de connaître la langue d'un pays pour en comprendre la culture? Donc, nous allons avoir des orateurs qui vont s'exprimer en faveur et en opposition. J'aimerais d'abord donner la parole à Albe Noonan qui va nous exprimer ou s'exprimer en faveur de la thèse. S'il vous plaît, vous avez la parole 7 minutes. D'accord, 2 minutes. Je vais activer mon horloge. Alors, bonsoir à tous et à tous. Je voudrais introduire cette motion qu'il est nécessaire de connaître la langue d'un pays pour en comprendre la culture. Et je vais argumenter en faveur de la motion. Donc, pour commencer, c'est important de dire qu'il y a des barrières de langue pour beaucoup de gens en concernant la culture et souvent c'est nécessaire d'avoir une bonne connaissance de la langue pour engager avec la culture, pour comprendre la culture et l'histoire culturelle. Moi, je parle un peu de l'expérience car mon père, il était diplomate. Alors, quand j'étais plus jeune, j'habitais dans beaucoup de pays différents. Malheureusement, je n'ai pas habité dans les pays francophones, mais je les ai visités. Mais mon expérience quand j'étais plutôt adolescent en Lituanie, c'était que la plus
la plus connaissance que j'ai, la plus de connaissances sur la langue lituanienne que j'avais gagnée, la plus que j'ai pu engager avec la culture. Et pour moi, alors, en parlant de mes expériences, j'ai trouvé que c'était assez plus facile pour moi de connaître l'histoire, de connaître l'art, de discuter l'art, la musique, et bien la littérature lituanienne. Quand j'avais le vocabulaire et les concepts dans la langue. Est-ce qu'il y a un point d'information? Peut-on dire que c'est là? Oui, peut-être. Mais aussi, il y a souvent des barrières pour les gens différents, pour les immigrants, pour les enfants de diplomates, par exemple, qui ont des difficultés à s'intégrer un peu dans la société, à engager avec les jeunes et les gens les gens au travail qui ont vécu toute leur vie dans un pays. Et moi, j'ai noté que c'était assez difficile pour moi de vivre dans un pays où je n'ai pas connu la langue. Je n'ai pas eu les bonnes connaissances de la langue lituanienne. Alors, donc, désolée. Donc, moi, j'ai trouvé que la plus que j'ai connu la langue, la plus que j'ai interacté avec la culture. Deuxième, il y a la littérature et l'idée de traduction aussi. Et souvent, il y a des phrases bizarres qui ne traduisent pas, qui ne peuvent pas être traduites. Et moi, je trouve ça assez intéressant parce que quand on lit un texte qui a été traduit, par exemple, un texte d'un philosophe français qui a été traduit en anglais, qui est souvent le cas quand on lit, par exemple, les œuvres de Rousseau. Moi, j'ai trouvé que c'est assez intéressant de voir les différences entre les deux parce qu'il y a certains mots et concepts qui ne traduisent pas. Et donc, pour vraiment connaître les idées, pour vraiment comprendre ce que l'auteur a voulu dire, à mon avis, c'est nécessaire d'avoir une compétence dans la langue. Peut-être ne pas être assez fluent dans la langue, mais d'être capable de lire l'œuvre dans la langue originale. Continuons de ça, il y a aussi les dialectes et les langues différentes qu'on doit, que les plus de gens qui connaissent ces langues, la plus importante et la plus de gens peuvent apprécier la culture et vraiment engager avec ces langues différentes. Donc, moi, je trouve que si j'ai voulu vraiment apprendre sur la culture haïtienne, par exemple, ou au pays francophone où ils parlent créole ou une langue créole, moi, je voudrais apprendre quelques certains mots ou concepts dans le créole avant d'engager avec les idées différentes pour que je puisse mieux comprendre ce qu'il voulait dire. Et pour finir, je vais parler un peu de les relations entre la langue et l'histoire culturelle et l'histoire en général aussi. C'est souvent assez important quand on apprend l'histoire d'un pays ou quand on apprend l'histoire culturelle d'un pays ou d'un mouvement d'art, par exemple, de connaître la langue du pays, de connaître la langue de ce qu'on parle. Parce que il y a souvent les choses qui référencent les événements historiques ou les œuvres historiques qu'on ne comprend pas si on
si on n'a pas de compétences dans la langue. Alors, pour moi, c'est assez important d'avoir des compétences dans la langue pour qu'on puisse apprécier plutôt l'histoire, apprendre sur la culture différente et engager plutôt avec les littératures et les idées des gens différents et pour vraiment engager avec les idées pour apprécier plutôt la culture des pays différents. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. C'est toujours dur d'ouvrir le bal, mais vous y êtes quand même arrivé tout en ayant un argumentaire très très cohérent, je trouve. Donc, j'espère, Kirin, que vous êtes prêt parce que c'est à vous pour vous exprimer en opposition. Donc, lancez-vous, allez-y. Oui, bien sûr. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, je vais vous expliquer pourquoi qu'il ne faut pas parler une langue pour comprendre une culture. Et premièrement, je dirais que la sociologie est assez importante de sensibilisation d'une langue que la culture. Si nous ne comprenons pas les actualités d'un pays, la sociologie d'un pays, ce sera plus difficile d'apprécier ou de comprendre les problèmes, les issues qui se passent dans ce pays. Ce n'est pas exactement un moyen qu'on peut apprendre grâce à une langue. Donc, je crois fortement que l'académie, la sociologie, dans ce cas, est plus important que la philologie parce qu'il faut qu'on apprenne l'inégalité sociale et le conflit entre les classes, par exemple, pour changer le monde qu'on vit. Parce que sans l'ombre d'un doute, le monde est loin d'être parfait. Même dans ce pays, Irlande, on souffre une grande crise de logement. Et si je suis une personne espagnole, est-il nécessaire que je parle anglais couramment pour comprendre le grande division entre les riches et les pauvres en Irlande? L'opposition et moi disons non, ce n'est pas nécessaire du tout. Et deuxièmement, et plus simplement, nous ne pouvons pas comprendre une langue si nous n'habitons dans la langue, dans le pays, pardon, et vivons la culture. Il faut vivre la culture et essayer de nouvelles choses pour ouvrir nos horizons parce que la diversité est une grande force de l'humanité et surtout dans un monde très cosmopolite, dans une société très internationale, sans limitation de mouvement dans l'Union européenne. Je suis très convaincu que le voyage et même l'immigration, c'est une chose très bénéficiale à la société. Donc, il faut déménager à un pays pour comprendre et pour apprécier une culture. Je pourrais être une Américaine qui travaille à Paris. Ce n'est pas obligatoire pour apprendre le français, pour aussi apprécier les particularités de culture française et pour se faire de nouvelles amies françaises. Finalement, je dirais que le système d'éducation
et l'apprentissage de langue est très mauvais et très rigide en Irlande. C'est bien documenté que nous avons des difficultés en apprenant des langues en Irlande. Nous parlons anglais et c'est tout dans la plupart des cas. Donc, pour nous, je dirais que ce serait plus bénéficial si les Irlandais vont davantage aux autres pays et parler pour comprendre des langues différentes. Oui, finalement, je dirais que encore, la diversité est une grande chose, mais malheureusement, l'apprentissage de langue, surtout pour les gens qui n'ont pas l'argent, ce n'est pas accessible pour les plus profs de société. Donc, non, l'opposition et moi ne sommes pas d'accord avec l'idée qu'il faut parler en langue, de comprendre en culture. Donc, merci à tous. Merci beaucoup. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses très profondes dans ce que vous venez de dire et qui méritent d'être creusées. Je vais passer la parole maintenant à la personne suivante, Saïs Kelly, en faveur de la thèse. S'il vous plaît, vous avez la parole 7 minutes également. Bienvenue à tous et toutes. Je m'appelle Saïs Kelly et ce soir, je vais avancer avec mes collègues Alva et Nicole la motion « Il est nécessaire de connaître la langue d'un pays pour en comprendre la culture ». Pour commencer, j'aimerais signaler qu'à cause du lien intrinsique possédé par la langue et la culture, la langue est en effet nécessaire pour comprendre la culture d'un pays. Et deuxièmement, je pense que la culture et l'histoire qui façonnent notre présent s'influencent l'une l'autre. Cela va sans dire que la culture et la langue sont liées à l'une l'autre. En fait, la définition de la culture selon la Russe est dans un groupe social, ensemble de signes caractéristiques du comportement de quelqu'un, langue, gestes, vêtements, qui le différencient de quelqu'un appartenant à une autre couche sociale que lui. La culture et la langue sont maillons de la même chaîne. La langue nous permet de communiquer, qui à son tour nous permet d'apprendre à connaître des gens qui nous entourent. Elle nous aide à partager nos propres intérêts, passions et pensées et découvrir celles des autres. Donc, la langue nous permet d'appartenir à un groupe social. Selon psychologie sociale, un groupe peut être défini comme deux personnes ou plus qui vont pendant un temps interagir, s'influencer mutuellement et se percevoir comme en nous. Et comment est-ce qu'on peut interagir et s'influencer mutuellement sans une langue? Martine? Oh, sorry. Désolée. La langue est liée fondamentalement à l'appartenance sociale qui distingue une culture d'une autre. Et donc, on doit connaître la langue pour comprendre la culture d'un pays. Je considère que, comme Bruno Juillard, l'ancien président de l'Union nationale des étudiants en France, l'histoire est indispensable pour appréhender le monde. Le monde et les cultures du présent est une culmination du passé jusqu'au présent. Les événements du passé étaient formés, étaient prouvés par des gens qui vivent à ce temps. Et desquels beaucoup de gens actuellement d'un pays sont descendus. Nos familles et les sociétés dans lesquelles nous grandissons déterminent souvent nos points de vue sur le monde, nos façons de communication, nos relations avec nos pères et nos témoins. Ce qui est fait à travers la langue. Pour bien comprendre une culture et toutes ses subtilités, on doit parler la langue aux gens qui font partie de la culture elle-même, car la langue est comment la culture peut subsister les siècles. Il faut qu'on interagisse dans une manière significative avec la culture, car elle évolue constamment
il n'a pas une signification singulière ou quelque chose, ce n'est pas quelque chose capable d'apprendre du livre. Mais la langue n'est qu'un outil clé de compréhension, mais aussi elle avait souvent un artiste dans l'histoire elle-même. Il est facile de voir que les langues sont puissantes. Pourquoi la Constitution de la 5e République dit-elle que la langue de la République est le français? Parce que la France a poursuivi un État centraliste et unifié, et un État qui a une culture française singulière, et par déposer des langues régionales qui représentent les diversités créées par les différentes cultures en France. Elle a essayé d'uniformiser cette culture française. Comme le proverbe dit, la langue est un dialecte avec une armée. La propagation d'une langue du siège de la puissance signifie l'influence culturelle. Et donc, on ne peut pas comprendre une culture sans une connaissance de la langue. Oui, mais n'est-ce pas vrai aussi que nous pouvons comprendre les changements sociétals et politiques sans parler la langue soi-même? Donc, faut-il parler la langue? Je pense que la sociologie et la politique est vraiment important aussi, mais si vous voulez comprendre les nuances et les subtilités d'une langue qui montre l'histoire et quand l'histoire et ce qui vous dit les politiques et couramment affectué sur la société couramment, je pense que la langue est nécessaire pour comprendre la société proprement. Ce n'est pas le mot, mais désolé. La langue d'un pays est un sujet polémique car si vous dites c'est difficile, mais la langue du pays est un sujet polémique parce que l'appartenance d'une culture est une chose vraiment personnelle. Comme êtres humains, nous sentons le désir inné d'appartenir à un groupe et connecter avec les autres. Et la langue nous le permet. Et ça c'est la différence entre l'apprentissage de la politique et les faits. De parler une langue et d'éprouver une langue et une culture qui est la langue facilitée. Pour comprendre une culture, on doit comprendre des choses qui sont caractéristiques des gens et des choses qui les différencient des autres. Mais on ne peut pas comprendre pourquoi ils les mêmes choses, la même musique, les mêmes gestes, sans comprendre l'histoire et le point de vue sur la société. Et pour ça faire un manuel scolaire dans votre langue ne suffira pas. On doit éprouver la culture, lire de la littérature, écouter la musique, parler des gens, dans toutes ces complexités et ces nuances. Donc, il faut qu'on connaisse la langue d'un pays pour en comprendre la culture. En prenant en compte ce que j'ai dit, j'espère que vous comprenez qu'il est vraiment nécessaire de connaître la langue d'un pays pour en comprendre la culture. La langue est indispensable pour la compréhension d'une culture, de l'histoire et des personnes qui font partie de tous les deux. Merci. Merci beaucoup. Défendu avec passion et appuyé. Donc, c'était très intéressant. Effectivement, Yann Blake, j'espère que vous êtes prêt pour défendre la thèse en opposition. Allez-y, 7 minutes. Bonsoir. C'est bon. Voilà. Bonsoir. Pour cette motion, je pense qu'il est très important de se concentrer sur l'essence des mots. Il nous est demandé ce soir, est-ce qu'il est nécessaire de connaître la langue d'un pays pour en comprendre la culture? Mais c'est simplement pour en comprendre la culture, et non pas pour en comprendre la culture parfaitement, sur le bout des doigts, en être un expert. C'est simplement la comprendre. Et pour la comprendre, de mon point de vue, et d'où ma position ce soir, ça n'est pas nécessaire. Ça l'était sûrement avant, dans les années qui précédaient la mondialisation, dans les années qui précédaient la connaissance de langue d'un pays à un autre, ou du moins avant que ce ne soit aussi répandu qu'aujourd'hui.
Parce que oui, aujourd'hui, l'apprentissage des langues s'étend de plus en plus. L'anglais est pratiquement maîtrisé partout dans le monde et devient un code et une manière de comprendre une autre langue, une autre culture, pardonnez-moi, une autre culture, sans connaître la langue de cette culture. Et de ce point de vue-là, il est assez facile de se méprendre parce que les mécanismes de cette culture, son contenu peuvent être compris par des chercheurs et des académiciens sans que ces personnes-là maîtrisent la langue et leur compréhension ne peut pas être mise en question. Certes, ces personnes-là peut-être pourront être reprochées de ne pas avoir la qualité du terrain, mais sûrement une meilleure représentativité de par leurs recherches. Dans ce cas précis, connaissent-ils la culture? Oui, la réponse est très clairement oui. Et la langue, pourtant, n'est pas maîtrisée. Et regardons à l'inverse. Maîtriser parfaitement une langue ne permet pas non plus de connaître parfaitement une culture. Et par là, j'aurais envie de revenir sur certaines choses qui ont été dites ce soir. La langue est certes puissante, comme il l'a été mentionné. Oui, la Ve République établit le français comme la langue universelle. Mais de réduire la France à une seule culture et à une seule langue serait très réducteur, tout comme on pourrait le faire avec beaucoup d'autres pays. Il y a plusieurs cultures, il y a plusieurs échelles de culture, et je crois que par là, il est difficile d'estimer qu'en connaissant le français, on puisse connaître la culture française dans toute sa diversité, et c'est là, je pense, très réducteur. De là à dire que les manuels scolaires ne sont pas suffisants pour apprendre cette culture, il s'avère qu'on en apprend la langue à travers cet outil. Donc, je ne crois pas que les manuels scolaires soient à blâmer dans ce débat. Je soutiens franchement, très sincèrement, la position de mon collègue sur ce sujet. La sociologie et l'actualité ne nécessitent pas forcément la langue et parfois apportent une diversité de par leur analyse par des personnes qui ne sont pas dans ces pays, apportent une diversité plus intéressante. Je voudrais revenir sur la langue également, la traduction des livres. Oui, c'est sûr, la langue originelle d'un livre permettra de connaître des subtilités que d'autres langues n'expriment pas bien. Oui, je vais prendre ce point. Hein. Simplement, je reprendrai au niveau des livres. Je t'en prie, Saïd. Saïd. Oh oui, merci. Je pense que simplement car il y a une multitude de langues dans un pays comme la France, ce n'est pas signifie que l'importance de la langue est réduite. La langue est nécessaire pour former la culture et des groupes sociaux et ça ne réduit pas quand il y a beaucoup de cultures et de langues dans un pays. Je comprends bien. Et je pense que c'est simplement souligner le fait que ce n'est pas nécessaire pour comprendre la culture. Oui, ça ajouterait une meilleure expertise. Et sur ce point, je te rejoindrai. Mais étant donné que ce n'est pas la motion du débat ce soir, je m'en tiendrai à mon propos d'origine. Et je reviendrai à ce sujet sur la traduction des livres pour mieux comprendre, ou que ce soit le cinéma, c'est-à-dire toutes les œuvres d'art qui sont traduites et qui pourraient être jugées comme étant un biais peu représentatif de cette culture. Il s'avère qu'une langue en elle-même est subjective et que même son usage et que même maîtriser une langue ne permettra pas de connaître parfaitement ce que l'auteur voulait dire. Et la langue, de toute manière, lorsqu'on l'apprend en langue étrangère, on se base sur une langue qui est la nôtre, maternelle, elle-même apprise avec des subtilités qui peuvent varier d'une personne à une autre, mais qui, je pense, se rapprochent davantage au sein d'une société. Mais disons que l'apprentissage d'une langue étrangère, de mon point de vue, semble beaucoup plus à même à des subjectivités, et donc que même en maîtrisant une langue, même en lisant l'original d'un livre, il serait de toute manière très compliqué, je pense, d'avoir une représentativité parfaite et que de toute manière, ce n'est pas une seule voix qui puisse être portée à travers la connaissance d'une langue. Et une voix ne peut pas être portée à travers
une culture. C'est-à-dire tout ça est tellement divers que j'en reviens à ma position initiale. Oui, ça n'est pas nécessaire pour engager avec une culture d'avoir cette langue. Alors oui, ce serait mieux, ce serait plus facile pour connaître les paroles d'une musique ou l'art en général. Mais je pense que ce serait là un autre débat et le sujet du débat aujourd'hui est centré sur simplement le fait d'avoir une connaissance. Et j'avais eu une expérience de voyage en Chine et la maîtrise de la langue chinoise est extrêmement compliquée. Pour autant, je pense qu'en y ayant passé un mois, je connais mieux la culture que quelqu'un qui en connaît l'alphabet sur le bout des doigts. Merci. Merci beaucoup. Je pense que effectivement, c'était vraiment bien argumenté avec une belle pointe en finale. Donc, je suis très curieux de voir comment Nicole Hennessy va argumenter en faveur de la thèse. Nicole, vous avez la parole. Bonjour, je m'appelle Nicole Hennessy. Aujourd'hui, je vais argumenter en faveur de la motion qu'il est nécessaire de connaître une langue afin d'en connaître la langue d'un pays afin de bien comprendre la culture. J'aimerais juste clarifier que par le mot culture aujourd'hui, je comprends l'ensemble des connaissances, des savoir-faire, des traditions, des coutumes propres à un groupe humain et dans ce cas-là, plus précisément à un pays. Je comprends la culture comme quelque chose qui se transmet socialement et donc sans communication efficace entre personnes, je pense qu'il est quasiment impossible de transmettre la culture. Je pense que de loin, la communication la plus effective se fait à travers la communication verbale. Donc, certes, il est possible de transmettre des informations entre personnes par d'autres moyens, mais le côté personnel et le côté rapide et efficace de la communication verbale ou langue de signes pour des personnes qui n'en ont pas la capacité est de loin la façon qui transmet le mieux. De plus, j'ai trouvé très rapidement maintenant, juste pour dire un rapide argument contre Yann, que la langue anglaise, par exemple, est maintenant très répandue à travers le monde. Donc, il ne serait pas nécessaire de comprendre la langue du pays dans le cas où le pays ne parle pas l'anglais. C'est quelque chose que j'ai remarqué en moi-même, mais qui est aussi prouvé apparemment, et c'est qu'il y a un fort lien entre la personnalité et la langue. Une corrélation a été trouvée dans une étude publiée en 2007 par le Journal général de la psychologie, et trouve une forte corrélation entre les personnalités d'une même personne quand elle parle des langues différentes. Donc, j'aimerais bien mettre en avant mon argument que quand on parle dans une langue étrangère avec une personne, on ne nous transmet pas entièrement la culture du pays, mais plutôt un côté un peu superficiel et peut-être un peu faux de la culture, où les subtilités ne peuvent pas être transmises. De plus, je suis complètement d'accord avec Alva qui a parlé d'abord, qui avec ses expériences personnelles en tant que personne qui a vécu dans un pays étranger, a pu argumenter que plus elle connaissait la langue nationale du pays, plus elle a réussi à s'intégrer et réellement connaître des subtilités de la culture du pays où elle a vécu. Moi aussi, j'ai vécu en tant que fille de parents expats en Europe de l'Est. La culture de mes parents ne ressemble pas du tout à celle de la Bulgarie où j'ai vécu. Et je suis la seule personne dans ma famille qui parle couramment le bulgare. Et je suis de loin la personne la plus intégrée dans le pays. Je comprends le mieux la culture bulgare. J'y connais plusieurs côtés, plusieurs aspects, que ce soit l'histoire du pays, la nourriture, juste en général des caractéristiques des personnalités qui sont des caractéristiques des personnes, de leur façon de penser. Et mes parents ont vécu en Bulgarie beaucoup plus longtemps que moi. J'y suis née après que mon père ait déjà vécu 7 ans en Bulgarie. Et pourtant, même s'il a passé plus de la moitié de sa vie en Bulgarie,
sa culture et sa façon d'être ressemblent beaucoup plus à une personne irlandaise. Il n'a pas réussi à franchir cette barrière au sein du pays pour mieux connaître les personnes locales et donc à mieux intégrer la culture. Il est comme une grande majorité des expats et juste des personnes qui vont à l'étranger. Il s'est retrouvé dans un cercle où il est entouré d'autres expats et ils se sont créés une sorte de culture qui est un peu un mix général de plein de cultures à travers le monde, de différents expats qui viennent majoritairement d'Europe, mais aussi dans certains cas d'Afrique, des États-Unis ou même d'Océanie ou d'Asie. Et cette culture ne ressemble pas beaucoup à la culture bulgare. Ce que j'essaye juste de dire, c'est qu'un autre grand aspect qu'il faut prendre en compte, c'est quand une personne n'arrive pas à communiquer avec les gens locaux. Souvent, la barrière n'est pas seulement dans l'apprentissage de la langue, mais aussi juste du fait que les gens n'arrivent pas à sortir de leur confort de parler dans leur langue maternelle ou dans d'autres langues qu'ils parlent couramment. Et même avec peut-être une volonté de mieux apprendre la culture, sans vraiment pouvoir intégrer un cercle où ils sont mieux exposés à cette culture, ils ne réussissent pas à l'intégrer. Donc ceci est juste basé sur des réalités. Et même si nous pouvons fortement argumenter qu'une personne peut faire des efforts de son propre côté pour apprendre le côté de la cuisine et peut-être communiquer avec beaucoup de gens qui parlent une langue commune avec eux, qui pourraient leur expliquer des aspects de l'histoire et des aspects sur la personnalité, juste en général la mentalité des personnes qui habitent dans un pays et les raisons pour lesquelles ils ont certaines coutumes, etc. La réalité est que dans une énorme majorité des cas, ceci n'arrive pas. Et juste mon dernier point que j'aimerais adresser par rapport à ce que l'opposition a pu dire ce soir par rapport à la sociologie et son importance. Je suis d'un côté je suis d'accord que les inégalités économiques et peut-être d'autres exemples de la sociologie peuvent être liés à la culture et en avoir un effet dessus, mais d'un autre côté, la culture va beaucoup plus profondément que ça et les côtés sociologiques, ce sont des facteurs qui changent et qui ne sont pas permanents et juste des systèmes économiques peuvent changer, la situation politique peut changer, mais ceci ne va pas toujours avoir un énorme effet sur la culture. Je ne vois pas l'Italie tout d'un coup arrêter de manger des pâtes ou alors arrêter de parler fortement et de fumer beaucoup de cigarettes juste parce que tout d'un coup l'inégalité n'est plus un problème sociologique en Italie, ou alors ils sont tout d'un coup, ils deviennent une dictature, ou alors si on revient au temps de Mussolini, la culture n'a pas changé d'un côté aussi fondamental. Et sur ce, j'aimerais terminer mon argumentation. Et je pense que j'ai pu fortement vous prouver ce soir que la langue est vraiment nécessaire afin de comprendre une culture. Et surtout, Merci beaucoup. Je pense que maintenant le moment est venu de donner la parole à notre dernier orateur qui va s'exprimer en opposition, qui dispose de 10 minutes. Monsieur 10 minutes. David Paris, s'il vous plaît. Chers amis de la langue française, vous vous étonnez peut-être du fait que je parle contre cette proposition, alors que j'ai passé le plus clair de ma vie à étudier les langues et une langue en particulier. Eh bien, je vous expliquerai avec des statistiques à l'appui. L'Organisation des Nations Unies compte à ce jour 193 pays membres. Maintenant, certains de ces pays utilisent la même langue. Et de ces constatations, nous pouvons retirer une première leçon très importante, c'est qu'une langue ne saurait être considérée comme l'apanage d'un seul pays. La Constitution française, qu'on a déjà évoquée à plusieurs reprises, ne le reconnaît-elle pas à son article 2 qui stipule que la langue de la République est le français. Or, dans une formulation antérieure, on avait prévu de mettre
le français est la langue de la République. Et cette proposition a suscité des protestations, notamment de la part du gouvernement du Québec, qui a estimé que le français était aussi la langue des Québécois qui, historiquement et ancestralement, n'ont jamais eu d'autre langue que le français. En fait, il n'y a que 2 pays où le français n'est pas amené à coexister avec une ou plusieurs autres langues. Ces pays où on parle que le français sont la France, bien sûr, et la République d'Haïti. S'il arrive que plusieurs pays partagent une langue, comme nous venons de le voir, nous serons amenés à constater que le cas de figure inverse est également fréquent, comme d'ailleurs c'est le cas ici en Irlande. Les langues de l'ONU sont l'anglais, le français, le russe, l'espagnol, le chinois et depuis 1980, l'arabe. Si mes calculs sont exacts, celui qui connaîtrait ces 6 langues pourrait communiquer avec 2,5 milliards de personnes. Ou alors, l'on pourrait envisager la question autrement. Le français jouit d'un statut officiel dans 29 pays, l'arabe dans 26 pays, l'anglais dans une cinquantaine, l'espagnol dans une vingtaine, et avec les 6 langues de l'ONU, on pourrait en fait communiquer avec au moins 130 des 193 pays membres de l'ONU, soit environ les 2 tiers. Pour retourner l'argument dans un autre sens, selon Wikipédia, il y aurait 6500 langues dans le monde. C'est dire que si on voulait s'initier à toutes ces cultures, on en aurait pour un bon moment. Peut-on déduire de là qu'il y a 6494 langues de trop et qu'il serait temps de faire le ménage dans toutes ces langues superflues? Bien sûr que non. Ne croyez-vous pas, comme moi, que toute langue gagne à être connue, mais que plutôt que de les instrumentaliser dans une tentative d'appropriation culturelle, il convient de les célébrer, non pas pour ce qu'elles font, mais pour ce qu'elles sont. Quand vous aurez maîtrisé le chinois, il sera temps pour vous, si vous voulez connaître la Chine, de vous mettre au cantonais. Et après avoir maîtrisé et le chinois et le cantonais, vous pourrez vous atteler aux 300 autres langues minoritaires de la Chine. Et après cela, vous viendrez me dire qu'il faut connaître les langues d'un pays pour bien la comprendre. Lorsque j'ai pris ma retraite, comme pratiquement tout le monde, j'ai fait un voyage en Inde et j'ai même poussé le zèle jusqu'à vouloir apprendre quelques mots de hindi. Mais c'était de la peine perdue quand je suis arrivé dans le Kerala, où l'on parle une autre langue et où l'on utilise même un autre syllabaire pour l'écrire. Et bien sûr, j'ai dû faire comme le font les Indiens eux-mêmes, j'ai dû me rabattre sur l'anglais, car les Indiens ne connaissent pas chacune des 22 langues reconnues par la Constitution indienne. Parlez-vous canadien? Je me demande combien de touristes s'aventurant dans le 2e plus grand pays du monde ont une égale connaissance des langues officielles. En fait, les anglophones n'ont jamais aucun mal à comprendre l'anglais canadien. Les Français, fiers qui sont du fait français et de la francophonie,
prennent un malin plaisir à ne rien comprendre à ce que disent les Québécois, à telle enseigne d'ailleurs que très souvent, les films québécois présentés en France le sont en version sous-titrée. C'est que la formule selon laquelle chaque langue aurait son pays et chaque pays sa langue n'est vraie en fait que dans un petit nombre de cas, généralement des îles comme l'Islande ou le Japon. Parlez-vous belge? Levez la main si vous parlez belge. En fait, il y a peu de gens qui vont en Belgique et qui connaissent les deux langues du pays. Et d'ailleurs, il y a peu de Belges qui les connaissent. Et pour ceux qui ont une bonne connaissance du français et du flamand, il y a aussi les 77 000 personnes dans la province de Liège, 77 000, qui parlent allemand. Et donc, il faut que vous mettiez, faudrait que vous mettiez à apprendre 3 langues. Tout comme dans le cas de la Suisse. Parlez-vous suisse? Eh bien, par ordre décroissant d'importance, il faut connaître l'allemand, le français et l'italien. Et je ne doute pas qu'il y a parmi vous des personnes qui ont déjà le mérite d'avoir maîtrisé ces 3 langues. Mais si vous les connaissez, toutes les 3, il faudrait que vous mettiez à apprendre le romanche, qui est la seule langue authentiquement suisse et qui compte 35 000 locuteurs dans une région du pays. Oui, mais vous me direz, la Belgique et la Suisse ont la particularité de partager les langues des pays limitrophes. Eh bien, prenons le cas de la Norvège. Parlez-vous norvégien? Eh bien, ces questions ont à peine plus de sens que de demander si l'on parle belge ou suisse, parce qu'il y a 2 langues norvégiennes. L'une s'appelle bokmål et l'autre nynorsk. Et avec ces 2 langues norvégiennes, quand vous aurez pris la peine de les maîtriser, vous pourrez dire que vous connaissez à fond la Norvège. Eh bien non, parce qu'il y a aussi les langues sam qui ont plusieurs dialectes et variantes. Donc, je vais conclure en résumant ces quelques statistiques qui sont peut-être un peu approximatives, en disant qu'il existe environ 6 500 langues dans le monde, à savoir 1000 fois plus que les 6 langues officielles de l'ONU. Et il y a eu des personnes, mais de très rares personnes, ayant maîtrisé jusqu'à 60 langues. Dans la vie courante, quelqu'un qui en connaît 6 est déjà quelqu'un d'assez exceptionnel. Avec les 6 langues de l'ONU, assez difficiles à apprendre, je le sais, qui est consacré ma vieillesse à apprendre l'arabe, on pourrait se faire entendre dans de très grands nombres de pays. Les pays vraiment monolingues, comme l'Islande ou le Japon, sont très peu nombreux. En fait, il n'y aurait que 7 dans le monde. La plupart des pays, même en Europe, sont au moins bilingues, comme nous le sommes en Irlande, trilingues, comme en Belgique, quadrilingues, comme la Suisse, ou comme c'est le cas en Inde, avec ses 22 langues et d'innombrables dialectes,
un pays vraiment polyglotte. Ne renoncez pas à connaître l'Inde parce qu'elle compte 22 langues. Vous pourrez savoir beaucoup de choses avec l'anglais, car il y a plus d'anglophones en Inde qu'en Angleterre, 2 fois plus même. Tout ce que je dis ne vous empêche pas d'aimer et de connaître les langues, et surtout le français, cette langue que des deux côtés, vous maîtrisez déjà si bien. Je vous remercie. Merci beaucoup, David. Je pense qu'effectivement, c'était très enrichissant. Et j'aimerais maintenant, c'est l'heure de la vérité, j'aimerais demander au public de s'exprimer sur la question et de bien vouloir voter. Donc, je répète la thèse. Il est nécessaire de connaître la langue d'un pays pour en comprendre la culture. Donc, si vous êtes pour, votez oui. Et si vous êtes contre, votez s'il vous plaît non. Allez-y. Le vote est ouvert. Suspense. Nous attendons quelques instants que tout le monde ait l'occasion de voter. Alors, if anyone else would like to vote, I'll give it another 10 seconds or so. encore 10 secondes et on va clôturer le vote, fermer le vote. Alors, le score nous dit que la motion a été rejetée. Donc, en l'occurrence, que le camp en opposition remporte la victoire. Félicitations, messieurs, dames, pour vos argumentaires qui ont convaincu l'audience de ce soir. Applaudissements. Merci. Quant à mon tour, j'aimerais vous remercier de m'avoir invité et ça m'a beaucoup plu de vous écouter, vous exprimer, surtout le discours de David qui était, je pense, très, très enrichissant avec des chiffres qui m'ont beaucoup interpellé. Je suis belge, donc il a parlé beaucoup de la Belgique et non, le belge n'existe pas, le belge n'est effectivement pas une langue et donc en tant que belge dans un petit pays où nous sommes effectivement confrontés à 3 langues officielles, mais cependant à une multitude d'autres langues parce qu'on a beaucoup d'expats et d'expatriés et d'étrangers en Belgique. Ayant vécu moi-même à Dublin, ayant vécu aussi la situation de l'autre bout de la mer, si je puis dire, je pense que le débat de ce soir, eh bien, c'est en quelque sorte un dilemme, un choix qui a été proposé, qui est très, très dur, je pense, à faire. Parce que, personnellement, je suis d'accord avec les deux camps, mais pas dans le même degré. Je pense que, comme beaucoup de monde l'a dit, comprendre une culture, c'est important. Mais encore faut-il savoir dans quelle mesure on a envie de comprendre. Donc, ça veut dire le degré de compréhension. Le mot comprendre peut revêtir plusieurs significations. On peut comprendre, juste connaître sans faire une certaine idée. C'est une première définition.
ou bien on peut connaître profondément quelque chose, c'est-à-dire l'approfondir réellement. Alors j'aimerais passer un peu entre les cornes du dilemme pour nouer un fil, essayer de tisser un fil en faveur des deux arguments en m'exprimant en matière de degré de compréhension. D'abord, j'aimerais dire qu'en tant que Belge, justement, c'est vrai que qu'est-ce qu'est la culture belge? Est-ce qu'on peut comprendre la culture belge sans connaître la langue? Dans une certaine mesure, je dirais oui. On pourrait comprendre la culture belge en s'exprimant en anglais, par exemple, mais en parlant la langue, par exemple, au nord de la Belgique, on parle le néerlandais ou le flamand, comme on peut dire, eh bien, on s'aperçoit qu'on a beaucoup plus la possibilité quand même de comprendre la culture des Flamands qui, et entre parenthèses, est tout à fait différente de la culture des Hollandais. On est voisins, mais très souvent, les Hollandais et les Belges ne se comprennent absolument pas. Les Hollandais sont fiers d'être des puristes et de parler un néerlandais absolument parfait selon eux, mais cependant, ils utilisent beaucoup plus de mots français, par exemple, dans la langue néerlandaise. Et donc, personnellement, je dirais que si on veut étudier la culture d'une certaine façon académique, si on veut comprendre l'histoire, la politique, si on veut comprendre la culture dans le sens de la philosophie et l'art, oui, on peut aller assez loin en s'exprimant en anglais, par exemple, pour étudier, pour reprendre l'exemple de la Belgique, la culture belge. Mais cependant, je pense que certains d'entre vous sont sans doute familiers de la métaphore de la culture qui est celle de l'oignon. Donc, on a différentes couches dans l'oignon, et on a un noyau. Donc, la langue se situe, si vous voulez, sur la couche extérieure, mais pas justement ou uniquement la langue. Il y a d'autres choses qui se situent là, les symboles extérieurs, les signes, tout ce qu'on peut voir en tant qu'étranger quand on arrive dans un pays et qu'on peut découvrir. Et donc, je voudrais argumenter qu'on peut apprendre beaucoup de ces choses, de ces éléments qui se trouvent sur la couche supérieure de l'oignon, mais la langue fait partie d'un des aspects extérieurs. On rentre en contact avec une langue qu'on ne connaît pas de prime abord, mais qu'on va pouvoir apprendre. Et c'est en ce faisant qu'on va pouvoir pénétrer dans l'oignon, si je peux dire, qu'on va pouvoir découvrir d'autres aspects de la culture qui sont, quand je prends la deuxième couche de l'oignon, il y a les normes et les valeurs qui s'expriment, qui se véhiculent très souvent par l'intermédiaire de la langue, et dans le noyau de l'oignon, il y a vraiment les concepts de base, c'est-à-dire les habitudes qu'on acquiert quand on grandit et qui se véhiculent à nouveau par la langue. Donc, est-ce qu'on peut, relative à la question de ce soir, connaître la culture d'un pays et comprendre la culture sans en connaître la langue? Je serais tenté de dire, dans une certaine mesure, oui, mais on va, à mon sens, se heurter quand même à certaines barrières absolues. Je suis philosophe de formation, donc je vais vous donner quelques exemples de la philosophie où on peut quand même ne pas aller plus loin quand on ne maîtrise pas la langue. Et David en a parlé, il a parlé de l'Inde. Prenons l'exemple du bouddhisme. On a le concept dans le bouddhisme qui est le concept du néant. Le néant, pour l'occidental, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas concevoir. Or, dans le bouddhisme, le néant ne signifie pas le rien. C'est plutôt un plein qui n'est rien. Donc, comment l'exprimer quand on veut l'exprimer en français? En français, on est cartésien et on a horreur du vide, comme on dit. Donc, comment va-t-on pouvoir conceptualiser le néant qui est exprimé si bien par le bouddhisme? Alors, autre exemple que j'aimerais vous donner, c'est un philosophe de l'idéalisme allemand, Hegel, qui a utilisé le mot Aufhebung. Alors, le Aufhebung, qui se traduit par ramasser, lever, élever, abolir, supprimer, ça ne remplit pas vraiment la mission de traduire le mot Aufhebung. C'est quoi le mot Aufhebung? Eh bien, Hegel
quoique Hegel n'a pas vraiment utilisé ces termes, ce sont des interprètes ultérieurs qui ont mis les termes sur les concepts de Hegel, mais je paraphrase. Il disait, il y a une thèse, il y a une antithèse, et ces deux se rejoignent dans une espèce de synthèse qui intègre mais dépasse les deux autres termes. Donc la synthèse intègre et dépasse la thèse et l'antithèse. Donc c'est le mot Aufhebung, c'est un mot qui est traduit en anglais par sublation, qui est quelque chose qui à mon sens est à nouveau absolument insuffisant pour couvrir la notion que Hegel a voulu dire. Ça, ce sont quelques exemples de la philosophie, mais on pourrait dire aussi, par exemple, les notions comme l'humour, par exemple. Alors, l'humour, c'est très culturel. Si vous avez quelqu'un qui fait une blague dans une certaine langue, elle est très souvent intraduisible parce qu'elle est très, très, très culturelle. Et donc, vous allez passer à côté de la finesse de la blague parce que vous n'allez pas pouvoir comprendre à quoi elle se réfère. Bon, quand on m'a présenté, je suis effectivement le CEO de Présence, et Présence est une société de traduction et d'interprétation justement, et ça nous arrive souvent quand on a des orateurs qui font des conférences de dire s'il vous plaît, pas de blagues, parce que si vous faites des blagues, on aura deux choix. Soit on ne va pas du tout traduire la blague, et le public français qui écoute l'anglais, qui fait une blague, il va se dire ben, l'interprète il est mauvais parce qu'il n'arrive pas à traduire, donc il va perdre confiance en l'interprète, ce qui est toujours terrible. Ou bien on va devoir faire une autre blague, parce que les Français vont rigoler. Et quand les Français rigolent, ils seront contents parce qu'ils auront l'impression d'avoir compris. Mais ce ne sera pas la blague. La blague, elle est tout à fait intraduisible. Mais ça vaut aussi pour les expressions idiomatiques, les expressions de la vie courante, pour certains dictons. Donc, un peu en opposition à ce que David et son camp, pour le dire ainsi, vient de dire, je dirais qu'il y a certaines barrières quand même à laquelle je vais me heurter si je ne vais pas pouvoir m'exprimer, ne pas pouvoir comprendre la langue. Et il y a deux autres philosophes qui ont parlé d'une autre dimension de la culture que c'est véhicule par la langue, ce sont les performatifs, donc les mots qui créent la réalité. Donc par exemple, si je fais une promesse à quelqu'un, c'est quelque chose que j'exprime par une langue. Mais si je fais ça d'une certaine façon que vous ne comprenez pas, eh bien cette partie de la réalité va vous échapper. Donc ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, est absolument vital, c'est de pouvoir justement maîtriser la langue pour pouvoir avoir tout simplement certaines conversations. J'ai des amis japonais, j'ai des amis qui vivent au Japon et qui me disent je suis là depuis 20 ans, mais je ne serai jamais japonais, je ne serai jamais à l'intérieur de la culture, je ne vais pas aller plus loin que la couche supérieure de l'oignon parce que je n'arrive pas plus loin que le fait de parler, même le japonais, mais je n'arrive pas à avoir les référentiels culturels pour pouvoir m'intégrer dans la culture. Et alors, le dernier point que j'aimerais soulever, c'est que quand on approche l'étude d'une culture à travers sa propre langue, par exemple, si on étudie, pour reprendre l'exemple de la Belgique, la culture belge à travers l'anglais, eh bien, on ne va pas pouvoir s'empêcher d'interpréter l'autre culture à travers de sa propre culture, à travers de la sienne. Et donc, j'aimerais dire que oui, on peut aller très loin sans connaître la langue, certes, on peut étudier beaucoup d'aspects d'une culture, mais on va louper quelque chose d'essentiel quand même. Et je dirais même plus que la deuxième thèse, voilà la thèse qui était la thèse de ce soir. Donc, le fait de connaître une langue est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour pouvoir comprendre vraiment ce qu'est une culture. Vous savez, et je ne dois pas vous l'apprendre, de votre côté de la philosophie, c'est la philosophie analytique. Il y a cette notion de concept nécessaire et de concept absolument suffisant. Eh bien, à mon sens, ce qui est très déterminant, c'est un autre concept, c'est-à-dire le concept de faire l'expérience de la culture, d'y vivre. Ça engage tous ses sens. Quand vous avez un plat, et la France, Dieu sait, hein, que c'est la France a des bons plats ou des bons vins, eh bien, c'est comme si vous allez sentir un plat, sentir un vin.
est-ce que ça suffit pour connaître le vin? Vous pouvez lire la description du vin, vous pouvez lire la description du plat, de tous les ingrédients, mais est-ce que vous allez le connaître, ce plat ou ce vin? Je pense personnellement qu'il faut le goûter. Eh bien, c'est une métaphore qui vaut pour moi pour toute la culture. Si, moi, je vis en Espagne, hein, donc je suis belge, mais je vis en Espagne, et même si je parle l'espagnol de mieux en mieux, je sais que je ne serai jamais à même de comprendre parfaitement la culture espagnole. C'est ce qu'on appelle, autre philosophe, Margaret Mead, qui a appelé ça l'enculturation. Et l'enculturation, c'est vraiment ça. C'est vraiment le fait de, un peu comme Obélix et Astérix, et on connaît tous la BD, je crois, qui ont été, Obélix est tombé dans la potion magique, hein, il a été imbibé d'eux. Et je pense que la culture, pour vraiment être, la connaître sur le bout des doigts, à fleur de peau et profondément, je pense qu'il faut être imbibé de la culture comme Obélix de la potion magique. Donc je dirais, en guise de conclusion, que je suis un peu plus en accord avec la thèse du débat, contrairement au vote, hein, donc j'aurais perdu au vote, hein, tant pis, hein, c'est la réalité, mais je trouve que les arguments qui ont été énoncés par le camp adverse et surtout par David sont absolument convaincants, mais je pense que tout dépend de ce qu'on entend par le mot comprendre. Pour en revenir au début de ce que je disais, qu'est-ce que comprendre? Qu'est-ce que comprendre? Et évidemment, qu'est-ce qu'une culture? Et le degré de compréhension qu'on cherche, c'est ça qui va déterminer si on est vraiment à mesure de le faire et d'y arriver ou pas. Pour compliquer encore la chose, Ferdinand de Saussure a parlé du signifiant, qui est la forme extérieure d'un mot, par exemple le mot terre, et du signifié, qui est la signification du mot. Mais on sait très bien depuis Jacques Lacan que le signifiant peut revêtir plein de signifiés. En langage courant, un mot peut vouloir dire beaucoup de choses différentes. Mais en tant qu'étranger, en tant que non-espagnol, pour parler de mon exemple, je passe complètement à côté parce que je n'ai pas la finesse, je n'ai pas le vécu des Espagnols qui ont grandi ici. Donc, en guise de conclusion, j'aimerais dire que pour moi, c'est une question de degré. On peut étudier la culture d'un pays dans sa propre langue. Quand on connaît la langue, et c'est vrai, David, c'est très, très difficile d'apprendre autant de langues, mais quand on connaît la langue, on va pouvoir pénétrer plus profondément, hein, jusqu'au noyau de l'oignon, mais pour y arriver pleinement, rien ne remplace l'expérience, l'enculturation. Mais pour ça, évidemment, il faut être né dans une culture, parce que sinon, on ne sera jamais vraiment enculturé. Je sais que c'est un terme un peu construit, mais c'est le terme qui est utilisé pour l'analyse de la culture. Donc voilà. Et je pense que la langue, en quelque sorte, c'est un peu un garde-frontière, c'est un peu le gardien de l'entrée. Heidegger a dit que la langue, c'est la maison de l'être. J'adore cette phrase, la maison de l'être. Et je trouve que nous habitons la langue, la culture est habitée par la langue. Et je pense que c'est un outil majeur pour pouvoir pénétrer au cœur de l'oignon dont je viens de vous parler. En d'autres termes, je pense que même en vivant au Japon ou en Espagne, on ne sera jamais japonais et jamais espagnol. Et moi, en tant que Belge, j'ai vécu dans les deux communautés, même les trois communautés linguistiques. Je suis marié à une Allemande, donc l'allemand, je le parle couramment, mais je ne serai jamais allemand, je ne serai jamais capable de comprendre l'entièreté de la culture allemande comme mon épouse, par exemple. Et même en Belgique, qu'est-ce que je peux comprendre réellement du français belge par rapport au français, ou la culture belge française ou francophone, qui est entièrement différente de la culture française encore, eh bien, même ça, c'est une grande question, c'est un grand débat. Et je pense que la question demeure ouverte, mais je trouve que le débat était absolument enrichissant et j'espère y avoir contribué. Je vous remercie. Bien. Le moment est venu maintenant de demander au président de French Society et au auditor of the College Historical Society d'annoncer, bien sûr, les prochains événements des associations. Donc, s'il vous plaît.
D'abord, merci beaucoup à Monsieur Van Nostein et à Monsieur Paris pour votre temps et pour votre contribution vraiment fascinante. Alors oui, merci beaucoup de moi et tout le monde ici au débat. En plus aussi, merci aux participants pour avoir assisté à ce débat. Alors j'espère que vous avez trouvé le débat intéressant et peut-être que vous avez appris quelque chose aussi. Alors pour les événements avec la Société française dans l'avenir, alors ce jour, la semaine prochaine, jeudi 3 décembre, on a un autre débat, mais cette fois c'est avec le UCD, University College Dublin. Et c'est un sujet vraiment différent. Il s'agit des comparaisons entre les Irlandais et les Français. Et l'argument est que les Français expriment leurs mécontents sociaux et politiques mieux que les Irlandais. Alors ça, c'est la semaine prochaine. Puis un peu plus proche, dimanche, on a une projection de film sur Discord. Alors c'est en ligne et on va regarder Les Intouchables ensemble. Alors c'est un peu plus relaxant, on peut se détendre ce dimanche. Alors merci beaucoup à tout le monde et je vais donner la parole à le président ou l'auditeur du HIST maintenant. Breed actually isn't here, but Jan, if you might want to just explain the Robinson Subcommittee's event. Oui, alors en termes d'événements, in terms of events, nous pouvons le faire en français, but I will do it twice, maybe. Nous avons un événement demain à 13h heure d'Irlande, si jamais nous avons des personnes qui nous regardent à l'étranger. Cet événement, il s'agit de discours de 7 minutes effectués par les étudiants sur un sujet de leur choix, avec la seule contrainte qui doit être liée aux classics, qui sont en fait tout ce qui est lié à l'Antiquité, en fait, que ce soit du côté de l'art, de l'histoire, de la culture, des voyages, etc. C'est très vaste, mais chaque étudiant donc a la possibilité d'effectuer un discours sur ce sujet-là. Donc ça, c'est demain. Mercredi prochain, nous avons le débat de The HIST comme celui-ci, mais en anglais. And this will be next Wednesday. So Maggie is organizing these weekly debates. So that's next Wednesdays for The HIST. I can let you give a few words on this. Yeah, so the HIST holds debates much in this style, but in English every single Wednesday at this time, 7:30. Next week, our debate is the Maidens Final, so our best first-year speakers will be competing to win an internship with UI, who's our sponsor, and we have 2 further debates after that on the following 2 Wednesday evenings. So if you enjoy debating, you might enjoy those events, and we also have a range of other events which I think are all on our Facebook. Et nous retenons la présidence, la parole au président du débat. Merci beaucoup, Yann. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier. Personnellement, je trouvais ça super intéressant. C'était une expérience enrichissante. Je vous souhaite une excellente soirée. Et voilà, je déclare la séance de débat levée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, merci. Alors, pour tout le monde, si vous voulez, on a une réception dans 10 minutes. Alors, on va prendre une pause de 10 minutes pour juste prendre un verre de vin. Et si vous voulez rester, c'est sur le même Zoom link. Et on va juste discuter le débat, discuter ce que vous voulez en français ou en anglais. Oui, alors si vous voulez rester sur le même Zoom call, sinon, bonne soirée à tout le monde et j'espère que vous vous avez bien amusé ce soir. Merci. Alors, je vais laisser... Sophie, you're muted. So I'll leave the Zoom call open. So if you'd like to stay, feel free, but we'll take about 5 to 10 minutes break. I might have to end it though, just to save the recording and then restart it again. But yeah, so feel free to come back whenever you're ready. Thank you.
Thank you, everyone, especially the speakers. Yes, all the speakers, the guest speakers and student speakers, you're all fantastic. So thank you for your time and great ideas and great French as well. So I'm just going. Pause Yeah, I was just going to ask you, Maggie. Yeah, I think. Yes. So how do we save it now to make sure it's saved?